Que se passe-t-il au Ghana? Le pays a été longtemps cité comme un pays ayant une bonne performance économique en Afrique de l'Ouest, en tout cas jusqu'en janvier 2023, où le pays est officiellement entré en défaut de paiement sur sa dette en dollars. Autrement dit, le Ghana prend crédit auprès des investisseurs privés internationaux, mais n'arrive pas à rembourser. Un défaut sur sa dette qui intervient dans un contexte particulièrement difficile. Le cedi, la devise ghanéenne, est au plus bas. Le cedi a plongé de 54% par rapport au dollar. Pendant ce temps, l'inflation a grimpé de plus de 50% et les finances publiques sont au plus bas. Que se passe-t-il au pays de Nana Akufo-Addo? Qu'est-ce qui explique ce recul conjoncturel de son économie? Que va-t-il se passer les mois à venir et quelles leçons en tirer? Nous en parlons dans ce numéro d'Intelligence économique. Bonsoir. Le Ghana en défaut sur sa dette en dollars. Quel décryptage, quelle analyse? Nous en parlons dans ce numéro d'Intelligence économique. J'ai trois invités sur mon plateau. Docteur Samuel Maté, bonsoir. Bonsoir Sibaï. Merci d'être sur notre plateau. Merci à toute l'audience que j'admire. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de management avec une spécialisation dans les problématiques de la dette, du financement et de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Également sur le plateau, M. Émile Bella Kwaku, bonsoir. Bonsoir. Et vous, vous êtes consultant en développement. Vous avez travaillé d'ailleurs dans plusieurs pays africains, dont le Ghana. Dans le Ghana, vous avez travaillé justement dans les institutions bilatérales et multilatérales de développement. C'est cela. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, M. Serge Nedro, bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles. Vous êtes le chef d'entreprise sur le plateau. Je rappelle que vous êtes à la tête d'une holding, Alliance Holding. Vous êtes économiste et spécialiste en intelligence économique. Alors, l'affaire a surpris plus d'un. Le Ghana est officiellement en défaut sur sa dette en dollars. Alors, M. Bella, qu'est-ce que cela veut dire concrètement, être en défaut sur sa dette en dollars? Alors, en termes terre à terre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Ghana ne parvient plus, ou du moins n'est plus en mesure de pouvoir payer ses créanciers avec qui il a emprunté de l'argent. Et donc, ces créances-là sont estimées en dollars. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2021, le Ghana a levé un eurobond d'environ d'un peu plus de 3 milliards de dollars. Et ça a été exemplaire dans ce sens que c'était la première fois que, en tout cas dans la sous-région, en tout cas ouest africain, un pays parvient à atteindre ce record. C'était un succès. C'était un succès fondamental. Et on s'attendait à ce que ça allait contribuer à rehausser l'économie du Ghana, sauf que en temps, il y a eu plusieurs facteurs qui sont présentés, notamment par exemple les effets induits de la crise sanitaire et puis aussi la guerre en Ukraine, donc qui a plombé l'économie, vous venez de dire à l'entrée. Avec le taux d'inflation fondamentalement élevé, avec aussi la devise donc, du Ghanéen donc, qui a une forte dépréciation, le Ghana donc n'est plus à mesure d'honorer cet engagement et pour en quelque sorte arrêter cette hémorragie, l'État ghanéen a donc pris cette mesure-là de pouvoir suspendre tout paiement et d'où donc le défaut de paiement en dollars. Docteur Maté, c'est une pratique qui existe. Je n'arrive pas à payer, alors non, j'ai dit, bon ben je refuse. Bon, pas je refuse, mais je suis en défaut de paiement et je l'ai dit à tout le monde. Ben, écoutez, la dette des pays est traitée un peu différemment de la dette individuelle parce que vous savez que dans le cadre d'un pays, la dette se transmet. C'est le pays qui s'endette, ce n'est pas le régime. Donc si le Ghana s'endette, que ce soit Kufuor au pouvoir ou un autre, il devrait payer cela. Donc c'est géré différemment par rapport à un individu comme vous, M. Sibaï. Si vous vous endettez auprès d'une banque, on ne va pas venir, par exemple, attaquer votre enfant si vous décédez, par exemple. Je ne le souhaite pas. Donc, dans le cas du Ghana, ce qu'on remarque aujourd'hui et ce qu'on constate, c'est que le pays s'est endetté et c'est une dette qu'on appelle la dette publique. Au fait, quand on s'endette, ce n'est pas un cas
cachette. C'est-à-dire qu'au niveau des pays, l'endettement, il est public. Tout le monde est au courant de cela. Aujourd'hui, moi, par exemple, ici, je ne sais pas si vous êtes endetté ou pas, parce que vous ne pouvez pas me le dire, vous choisissez de ne pas me le dire. Mais ce n'est pas le cas des pays. Parce que quand un pays veut s'endetter, soit il va sur le marché financier, c'est un marché, tout le monde vient là-bas et il dit j'ai besoin de tel milliard de dollars. Un marché ouvert et public. Oui, exactement. Et il prête sur ce marché. Donc tout le monde est au courant que tel pays s'est endetté. Même quand le pays ne va pas sur les marchés financiers et va, deuxième option, auprès d'une institution multilatérale comme la Banque mondiale, comme la BAD, ça se sait. Parce que ces grandes institutions travaillent dans la transparence. Okay? Et même, troisième option, quand le pays s'endette de manière bilatérale auprès d'un autre pays, ça aussi, ça se sait. Parce que la plupart de ces pays ne fonctionnent pas comme les pays africains. Les pays africains, on est pour la plupart dans l'opacité, alors que dans ces pays, pour donner de l'argent, souvent, on passe par le Parlement. Vous devez aller au Parlement pour dire au peuple à qui appartient l'argent, c'est pour l'argent des contribuables, que nous voulons donner tel montant à tel pays. Donc, il y a une certaine transparence qui fait que tout le monde est au courant quand un pays s'engage dans la dette. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas du Ghana. Si je prends mes chiffres, par exemple, au niveau du cas du Ghana, sur les 3 milliards, on a, par exemple, on oublie de dire que le Ghana est endetté au niveau de la Chine pour près de la moitié de ce montant et auprès du Club de Paris pour environ l'autre moitié. Donc, les créanciers de la Chine, du Ghana sont très concentrés. C'est la Chine et ce qu'on doit savoir également, c'est qu'il faut aussi qu'on arrive à relativiser, je pense qu'on viendra sur ça après, qu'on arrive à relativiser la dette du Ghana. Aujourd'hui, on parle de 3 milliards. L'eurobond qu'ils ont pris, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur le marché financier pour emprunter 1 milliard de dollars, qui arrive à maturité en 2026. Cet eurobond, il faut aussi savoir que relativiser ça pour dire que en termes d'endettement, le plus endetté sur le continent, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est autour de 170% du PIB, de son PIB en termes de dette. Et l'Afrique du Sud, par an, est autour de plus de 70 milliards d'endettement. Contre le Ghana, aujourd'hui, on parle de 3 milliards. Mais la dette a été mal gérée et c'est en train de tomber. Nous y reviendrons. Alors, M. Nedro, donc voici, hein, c'est vrai que Dr Maté relativise et que la dette du Ghana, il faut relativiser, n'est pas aussi astronomique qu'on le pense, mais le fait est que le Ghana est en défaut. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'économie ghanéenne pour qu'on en arrive là? Il faut dire que, évidemment, le Ghana est en défaut de paiement, c'est connu de tous, comme les prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il faut dire que la pandémie a aggravé vraiment la crise économique ghanéenne, comme toutes les autres économies, parce qu'il fallait faire face tout de suite à, j'ai envie de dire, aux dépenses liées à la pandémie, évidemment. Donc, le Ghana qui avait déjà quand même des dépenses publiques assez élevées, qui étaient déjà décriées par l'opposition ghanéenne. L'opposition ghanéenne reprochait au président Nana Akufo de pouvoir d'avoir augmenté les dépenses publiques de façon exonérable. Donc il fallait s'y attendre plus ou moins, et à cela est venu s'ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise de Covid qui a entraîné un certain nombre de dépenses importantes. Et deuxièmement, en plus de cette crise du Covid, il faut dire que le Ghana importe beaucoup. La balance commerciale du Ghana est vraiment déficitaire. Le Ghana importe beaucoup. Par exemple, en ce qui concerne les céréales, le Ghana importe par exemple près de 20% de ses céréales auprès de la Russie. Donc la guerre Ukraine-Russie a eu aussi un impact évidemment sur le Ghana. Même près de 90% de ce qu'on appelle la tomate simplement, que les Ghanéens peuvent peut-être le faire chez eux, mais est importé du Burkina Faso. Donc le Ghana est un pays qui importe assez, et donc vu cela, toutes ces importations ont entraîné également des dépenses énormes. Et donc la dette publique interne
et le service de la dette extérieure ne pouvant pas être, j'ai envie de dire, honoré à la fois, le Ghana ne pouvait que déclarer son déficit, déclarer, pardon, j'ai envie de dire, voilà, son défaut de paiement. À cela, je voulais ajouter quand même qu'il y avait, depuis 2015, les économistes parlaient plus ou moins d'une situation de la fonte des réserves en dollars du Ghana. Voilà. Et ça, c'était remarqué. Et donc il y avait quelques signes avant-coureurs. Et donc, avec le lancement, évidemment, de l'eurobond qui a été fait, puisque l'eurobond, comme on le dit, pour nos téléspectateurs, c'est des titres obligataires qui sont émis, évidemment, en devises, et en devises étrangères, soit en euros ou en dollars. Mais la plupart du temps, c'est en dollars. Et donc, vous voyez que si vous partez sur les marchés internationaux et que vous empruntez en dollars, évidemment, attendez-vous à un niveau de risque d'échange assez important. Donc, il y a quand même eu, j'ai envie de dire, une inadéquation entre à la fois la fonte des réserves en dollars, j'ai envie de dire, de la Banque centrale ghanéenne, et le lancement, j'ai envie de dire, des titres obligataires sur les marchés internationaux de façon successive. Je crois que ce dernier prêt est le 4e ou le 5e, la 5e émission internationale que le Ghana fait en matière d'eurobond depuis 2014. Et donc, quelque part, il fallait quand même s'attendre à ça. Et le FMI avait lancé des avertissements aux pays africains qui s'adonnaient justement à des émissions internationales, j'ai envie de dire, des titres obligataires au plan international en devises. C'était une course aux eurobonds. Attention, lorsque on va arriver à des échéances, il risque d'avoir évidemment des défauts de paiement. Et je crois que nous sommes en train d'assister à ce qui se passe au Ghana, mais au même moment au Zambie aussi. Je crois que oui, il y a voilà, même un défrémissement au Nigeria. Voilà. Maintenant, monsieur Émile, alors donc pour vous, c'est conjoncturel, cette contre-performance de l'économie ghanéenne, elle est conjoncturelle ou c'est vraiment des erreurs de choix et de choix économiques du président ou du gouvernement ghanéen? Oui, très bien. En fait, ce qu'il faut déjà d'entrée de jeu signaler, c'est que l'économie ghanéenne, en tout cas au niveau de la dette, le niveau de la dette a augmenté depuis les années. On va prendre peut-être en 2017, la dette est estimée autour de 10,77 milliards. Et progressivement, ça a augmenté. En 2022, on était, je crois, autour de 38,45 milliards. Et selon les projections, on est bien parti en 2027 pour atteindre jusqu'à 83 et quelques milliards de dollars. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est né d'hier, du temps de Nana Akufo-Addo, de son gouvernement, de son régime. Mais évidemment, comme vous posez la question, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a eu, monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a eu des choix politiques qui ont été faits, qui n'ont pas nécessairement aidé donc, à l'économie ghanéenne de s'en sortir. Donc du point de vue conjoncturel, il y a eu ces facteurs et aussi au niveau même de l'environnement international. Ce qui a plombé l'économie ghanéenne, c'est aussi le fait, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, les crises qui ont donc succédé, la crise sanitaire et puis la crise en Ukraine, et puis évidemment d'autres facteurs qui donc interviennent au niveau de la sous-région, qui font que les investisseurs effectivement ne sont pas nécessairement intéressés à pouvoir donc investir davantage au niveau du pays. Donc pour aller plus loin, ce qu'il va falloir faire à un moment donné, c'est que le Ghana devra s'assumer, et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Et aussi, c'est dans cette logique d'ailleurs qu'en 2018, le président ghanéen était dans cette dynamique-là. Mais bon, s'il y a cette situation qui se présente, il ne faut pas venir à s'assumer, il ne faut pas venir à mettre en place des politiques, renouveler la dynamique qui est là, et puis voir comment est-ce que du point de vue, au niveau sur le long terme, on peut amorcer ces situations-là. Je crois que c'est quelque chose qui est fait. Alors, pour terminer, ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix du Ghana de décréter qu'il a un défaut de paiement n'est pas en soi un facteur alarmant, dans le sens où le défaut de paiement peut être décrété par l'État, ou par d'autres entités comme les entités de notation. Mais dans le cas de figure ici, c'est le gouvernement ghanéen qui dit nous sommes conscients que nous sommes dans une situation rouge et donc nous assumons et nous déclarons. Comparé par exemple à certains pays, j'ai vu le cas par exemple de la Zambie qui à un moment donné n'assumait pas et le FMI dans son rôle donc de surveillance leur a dit il faut assumer, monsieur a parlé d'opacité, c'est évidemment ça, il faut donc rendre public la dette pour que les gens puissent se rendre compte que le pays est dans une situation
qu'on appelle anormale. Et donc le Ghana a assumé sa situation et est parvenu à dire bon, nous allons prendre des mesures. Donc la suspension du paiement de la dette qui est évaluée à autour de 393,5 et quelques milliards en termes de CD, autour de ce qui représente facilement autour de 38 milliards de dollars, est donc une manière pour le Ghana de dire que nous assumons et nous sommes prêts à prendre des mesures pour pouvoir remédier à ces situations-là. Ok, docteur Maté, oui. Alors l'opposition n'est pas particulièrement tendre avec le pouvoir de Nana Akufo-Addo. Alors pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette contre-performance de l'économie ghanéenne? Mais écoutez, bon, premièrement pour l'opposition, l'opposition n'est pas tendre parce que justement, Nana Akufo-Addo et son vice-président avaient basé leur campagne à combattre et à dénoncer justement le problème de l'endettement, le problème, on va en venir tout à l'heure, sur l'augmentation des taxes et des types de taxes. Et ils se retrouvent à faire dans la situation qu'ils condamnaient par rapport à leurs prédécesseurs. Et comme l'a dit Serge et puis Émile quelque part, c'est quelque chose qui n'a pas commencé avec Addo. Ça s'est empiré à son niveau, mais c'est quelque chose qui a commencé avec les régimes précédents. Maintenant, pour se dire que comment est-ce qu'on arrive à ces situations et comment trouver des solutions, pour moi, c'est que premièrement, il y a eu trois choses au fait. Il y a eu trois choses. Il y a eu, comme l'a dit Émile, il y a eu ce que nous appelons en économie les chocs externes. Les chocs externes, c'est quoi? Ce sont des choses qui vous arrivent, que vous n'avez pas prévues, dont vous n'avez pas le contrôle, et qui vous arrive. Donc là, vous le subissez. Et donc, ce choc externe, comme la crise à coronavirus et la crise, donc deux chocs extrêmes oui, qui ne dépendaient pas du Ghana. Que subissent tous les autres pays, hein, je rappelle, que subissent tous les autres pays. C'est un peu comme, vous êtes là, vous faites vos sports chaque matin, vous mangez sainement, et puis on dit, il y a une épidémie de choléra, et que vous attrapez le choléra. On ne tient pas compte du fait que vous menez une vie saine, mais vous allez attraper le choléra. C'est un peu ça le principe du choc externe. Donc ce qui se passe ici, c'est que la situation, la gestion au niveau du Ghana est venue empirer les choses, au fait. Okay. Est-ce que, ouais, parce que vous voyez que la Côte d'Ivoire s'en sort relativement par rapport au Ghana. Mais le problème au Ghana, il y a premièrement ce problème d'un déficit cruel de la balance de paiement. Je pense que Serge en a parlé. Le Ghana exporte peu et importe énormément. Mais en même temps, il faut saluer Kufuor, parce que Kufuor, Addo, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de mettre en place ce politique One District, One Industry, où dans chaque région du Ghana, il est en train de créer une industrie pour cette région, pour transformer la matière première de chaque région. Donc aujourd'hui, vous avez près d'une vingtaine d'industries qui sont en train de se structurer au Ghana. Et c'est un projet que tous les bailleurs de fonds applaudissent des deux mains. Mais il faut du temps pour qu'une industrie se développe et qu'elle trouve également du marché. Donc, il faut saluer ça qu'il est en train de faire. Mais pour revenir, on se dit, premièrement, il y a ce problème de balance de paiement. Ensuite, on a ce problème d'inflation qui a été un choc. Parce que si le Ghana doit importer du pétrole, etc., ça revient. Le pétrole a eu 88% d'augmentation. Est-ce que, ouais, on parle de 98% de taux d'inflation. Donc, quand le pétrole augmente, on parle du pétrole comme du fondamental. Dès que le pétrole augmente, tout augmente, puisque tout est à la base du transport et du carburant. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand tu as eu 88% du pétrole qui a augmenté de prix, ça agit automatiquement sur tous les produits. Mais en même temps, comme on le sait en économie, les salaires ne suivent pas l'inflation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le prix, l'inflation a été de 98%, pour comparaison, l'inflation au sein, en Côte d'Ivoire et dans la zone UEMOA, tourne autour de 6%. Comparé. Une augmentation de prix de 6% dans la zone UEMOA, en Côte d'Ivoire, comparé à une augmentation de 98%. C'est le jour et la nuit. Donc les Ghanéens se sont réveillés dans un cauchemar. Et ça fait que on sait que les salaires ne peuvent pas suivre. On ne peut pas augmenter les salaires de 98%. L'histoire a démontré que quand on augmente trop les salaires, on l'a vu en Côte d'Ivoire récemment, c'est peut-être 10%. Donc tu te retrouves, par exemple, le pain que tu achetais peut-être à 200 francs et à 400 francs.
Et en temps, ton salaire peut-être a augmenté seulement de 10%. Tu ne peux pas suivre. Les Ghanéens vivent aujourd'hui un cauchemar. Et de l'autre, on se rend compte de la devise ghanéenne. La devise ghanéenne, parce que quand on parle de la monnaie d'un pays, la force de la monnaie d'un pays, c'est par rapport à ta demande, à la demande de cette monnaie, c'est-à-dire à tes exportations. Mais si les exportations sont faibles en valeur, et c'est ce qui se passe au Ghana, ta monnaie est faible, ta monnaie chute. C'est ce qui est arrivé naturellement. Donc la monnaie ghanéenne ne valait plus rien du tout. Est-ce que ouais. Et ensuite, si on vient alors, donc quand tu as de la dette et que tu dois payer, n'est-ce pas, cette dette, tu payes cette dette par rapport à l'argent qui rentre dans le pays. Et cet argent qui rentre dans le pays, tu vends ton cacao, ceci, etc. Et comme il a dit, les réserves en devises, en dollars du Ghana étaient en train de fondre comme de la neige au soleil. Et donc, ils se sont retrouvés avec, dans les caisses du Ghana, peut-être, je sais plus, c'est quoi, ils sont maintenant 9 milliards ou 6 milliards de dollars. 6 milliards. Oui, 6 milliards de dollars. 9 milliards. Oui. Et maintenant, ils doivent payer, je sais pas, 30 milliards de dollars aux gens. C'est pour ça qu'ils empruntent en dollars. Et donc, c'est pour pouvoir payer les gens. Mais ils peuvent pas. Et à court terme, ils n'ont pas de solution parce qu'il leur faut des dollars. Et les dollars, si ce que tu vends ne rapporte pas de dollars, assez de dollars, tu ne vends pas assez, tu es obligé d'aller emprunter. Pour rembourser. Pour rembourser. Voilà le dilemme. D'accord. Alors, M. Ndedro, bon, Dr Maté a dévancé. Hein. Alors, certains téléspectateurs vont se poser, alors pourquoi emprunter en dollars si la monnaie fluctue à chaque fois? Évidemment. On ne peut pas s'empêcher? Oui, je crois que le docteur l'a dit clairement, c'est l'une des raisons principales qu'il vient de soulever. Les pays africains, évidemment, empruntent en dollars dans le but de refinancer, sinon payer leurs différentes dettes en dollars, puisque ces pays-là ont besoin, évidemment, de cette devise du dollar pour pouvoir, j'ai envie de dire, payer les intérêts des titres obligataires qui ont été mis sur le marché international. Donc, je prends le crédit en dollars, je rembourse en dollars. Ouais, je prends le crédit en dollars, je rembourse en dollars. C'est la règle. Et c'est la règle, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du risque de change qu'il y a autour de cela. Parce que si vous prenez par exemple le crédit en dollars à un taux de change, j'ai envie de dire, qui est à un montant précis, mais au moment de l'échéance, bon, le taux de change va fluctuer, il y a une volatilité des devises qui va se mettre en place et qui va créer un certain nombre de choses. Donc du coup, il y a cette raison-là, mais il faut dire quand même que avec l'annulation, j'ai envie de dire, d'un certain nombre de dettes par les programmes du FMI, PPTE, l'initiative PPTE, on a vu ça, et puis l'IADM, l'initiative d'allègement de la dette multilatérale et le Club de Paris, comme il a dit tout à l'heure, il faut dire que tous les pays africains ont vu leur ratio d'endettement être réduit pratiquement autour de 30-40%. Donc ce qui a suscité un intérêt considérable pour les investisseurs étrangers au plan international de pouvoir diversifier plus ou moins les placements de leurs capitaux. Donc il fallait venir en Afrique puisque avec, j'ai envie de dire, la croissance chinoise qui était sur la bonne pente, donc ils demandaient beaucoup plus de matières premières aux pays africains, et donc tous les pays africains vendaient maintenant beaucoup plus de matières premières aux Chinois, aux Européens, aux Américains, donc on arrivait à diversifier, donc ça nous donnait une croissance soutenue. C'est là-bas qu'il faut investir. C'est là-bas qu'il faut investir. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que les investisseurs se sont tournés vers nous pour pouvoir financer nos économies. Donc la deuxième raison que les pays africains, pour laquelle j'ai envie de dire les pays africains vont sur les marchés, c'est le financement en fait des grands projets d'infrastructures, des projets, j'ai envie de dire d'infrastructures, des projets de routes, ainsi de suite. Et donc il s'est passé que pour ces deux raisons principales, les pays africains se sont adonnés à émettre des titres obligataires au plan international. Mais c'est pas, j'ai envie de dire, la bonne façon de faire. Parce que lorsque vous émettez uniquement que, j'ai envie de dire, vous faites des émissions internationales, c'est une bonne chose. Mais faire des émissions internationales dans des devises étrangères, c'est là qu'il y a un gros souci. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la plupart des experts conseillent aux pays africains, sinon j'ai envie de dire aux pays du Sud, hein, parce que l'Afrique n'est pas le seul continent à vivre ça. Hein, les pays du Sud, l'Amérique du Sud, ont subi les mêmes choses. C'est pour ça qu'il est conseillé aux pays du Sud de faire des émissions, j'ai envie de dire, internationales en devise locale, c'est-à-dire dans leur monnaie locale,
ou soit d'apprendre à développer leurs marchés financiers locaux. Et je pense que pour pouvoir emprunter sur le marché financier local, comme un peu le Trésor fait ici avec l'émission des bons du Trésor, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, il est conseillé que ces émissions puissent se faire en monnaie locale pour ne pas se retrouver, j'ai envie de dire, coincé avec des défauts de paiement dans ce sens. D'accord. Alors, M. Émile Bella et le président ghanéen Nana Akufo-Addo, lorsqu'il a pris le pouvoir, a tout de suite dit que plus jamais le Ghana ne va emprunter auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Et puis bon, voilà, quelques années plus tard, eh bien, il fait le contraire. Il a besoin du FMI pour pouvoir donner une viabilité à sa dette et puis maîtriser son secteur macroéconomique. Et pour vous, c'est un désaveu? Un désaveu, peut-être pas, je ne dirais pas de cette façon, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une situation qui est dépendante de sa politique uniquement, je viens pour le dire de cette façon, qui a été mise en place. Ça dépend des facteurs extérieurs, exogènes, donc qui ne dépendent pas nécessairement du Ghana, parce que le Ghana ne se retrouve pas uniquement dans cette situation. Il y a d'autres pays donc, qui connaissent là. Je parle du taux d'inflation, je parle aussi donc, des conséquences donc, de ces crises que j'ai citées tout à l'heure. Donc, ce n'est pas en quelque sorte un désaveu. C'est un vœu pieux de mon point de vue, parce que c'est vers ça que tous les pays, en tout cas africains, essaient d'aller. C'est le rêve de tout chef d'État. C'est le rêve de tout chef d'État, pourquoi pas. Se développer sans l'aide. Hein. Vous l'avez dit dans l'introduction, j'ai eu l'occasion de travailler au Ghana pendant une année et j'ai compris combien de fois le Ghana était économiquement solide et donc était bien préparé, structuré donc, à pouvoir traverser donc, cette situation de dépendance de l'aide. Et des années précédentes, on va dire dans l'intervalle de 2017 à 2019, le Ghana était, en tout cas du point de vue de la croissance économique, le Ghana était suffisamment bien préparé. Donc si en 2018, le président ghanéen prend la décision donc de pouvoir s'affranchir de l'aide internationale, c'est évidemment sur la base donc de ces structures qui ont été mises en place, donc qui lui permettrait au Ghana bien évidemment de pouvoir surmonter toute situation qu'il vit aujourd'hui. Donc c'est pas un désaveu. Maintenant là où ça peut être considéré un peu comme assez prématuré, c'est dans le sens où peut-être que d'autres facteurs n'ont pas été envisagés. Sa fameuse politique dite de l'éducation libre, SHS, en anglais en abréviation, qui a été son programme phare de campagne, en tout cas en 2012 et puis les années qui ont suivi, c'est ce qu'il a promis. Et donc il a mis cela en place, mais sauf qu'il n'a pas, de mon point de vue bien évidemment, bien apprécié les conditions qui allaient l'accompagner dans le financement d'un tel programme. Donc, Serge tout à l'heure a parlé d'un programme intérieur, je veux dire une dette intérieure qui était suffisamment élevée. Donc, tout ça, ça fait que les dépenses publiques et autres facteurs ont plombé cette volonté-là. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait parler, bien évidemment, peut-être d'attitude ou bien de réaction prématurée. Mais encore une fois, les structures étant mises en place, je crois que à la longue, ça va renforcer l'économie du Ghana. Et moi, je suis pessimiste sur le fait que le Ghana pourra rebondir d'ici quelques années. Et si, bien évidemment, les mesures qui ont été mises en place en ce moment sont respectées, la suspension ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête carrément. Ça veut dire qu'on est conscient, on prend des dispositions et puis on revient. Et le Liban a eu un recours, du moins ça c'est aussi déclaré dans ce sens-là comme en faillite, mais évidemment le Liban est en train de revenir progressivement, la Grèce évidemment. Donc c'est pour dire que ce n'est pas uniquement le Ghana, mais il y a aussi d'autres pays qui ont rencontré cette situation. Mais le Ghana, dans sa forme, dans sa situation actuelle, avec l'appui des institutions bilatérales et multilatérales de développement, avec le FMI aussi, le Ghana pourra d'ici quelques années revenir. Alors, M. Maté, les agences de notation ont dégradé le pays pour le faire passer en défaut sélectif. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer pour le Ghana? Écoutez, il faut rappeler que les agences de notation ont entre 10, ça dépend des agences de notation. Et là, je parle de S&P. Ouais, ils ont entre 10 et 11 ou 12 où ça part de triple A, 3A jusqu'à un D. Est-ce que vous voyez? Donc, le Ghana a été dégradé jusqu'à l'avant-dernier.
C'est-à-dire que c'est le 10e, l'avant-dernier de la classe, au fait. Et donc, quand vous avez des dettes à ce niveau et qu'on vous dégrade à ce niveau, ça voudrait dire, c'est un signal pour vous dire que vous êtes un mauvais payeur. Vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas solvable. Donc, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que vous ne pouvez plus emprunter. C'est-à-dire que soit vous ne pouvez plus emprunter, soit si vous voulez emprunter, vous allez payer des intérêts très chers. Ouais. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est un risque. Vous devenez un sujet à risque. Est-ce que vous voyez? Et donc, or, comme on l'a démontré tout à l'heure, le Ghana a besoin d'argent, de dollars, pour pouvoir continuer de fonctionner. Donc, il se retrouve dans une situation où il ne peut plus emprunter comme il le souhaiterait, où il va emprunter à des taux excessivement chers, ou il doit trouver des solutions en interne. Mais pour revenir au fait, c'est-à-dire c'est vrai que cette dégradation de la notation fait que tu ne peux plus emprunter et tu es bloqué de tout part. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que cette dégradation vient parmi les raisons qui ont été évoquées sur le fait également que Ofori Atta, le ministre des Finances et de l'Économie actuellement, les gens l'ont beaucoup accusé. On a demandé à plusieurs reprises que le président Ado le limoge, mais il a refusé. Apparemment, il a des liens un peu familiaux avec lui, mais il a refusé de le limoger jusqu'à aujourd'hui. Donc, et il lui a réitéré sa confiance. Mais clairement, beaucoup d'économistes ont pointé du doigt Ofori Atta et sur sa stratégie. Est-ce que vous voyez? Parce que généralement en économie, quand tu adoptes une stratégie, tu as toujours cette stratégie BCD. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on se dit que bon, je fais comme ça, si ça ne marche pas, j'ai prévu de faire ça. Mais on se rend compte dans la démarche d'Ofori Atta en tant que l'argentier, le tenancier de l'économie, qu'il n'avait pas de stratégie. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B, au fait. Parce qu'il avait concentré toute sa stratégie sur la taxation des transactions financières au niveau électronique, ce qu'ils ont appelé les e-levy tax. Donc, et les e-levy tax, parce qu'effectivement, quand il a fait ses études, il a constaté qu'il y a eu une augmentation très sensible dans les transactions électroniques au Ghana, comme dans la plupart des pays aujourd'hui, avec l'ouverture, l'Internet, etc. Et il a décidé de taxer ces transactions, contrairement même aux promesses de campagne de Ado. Il a décidé de taxer ces transactions et selon ces différents scénarios, quel que soit le coût, il allait se retrouver en taxant ces transactions. Mais malheureusement, la taxation de ces transactions a vu une riposte très forte de l'opposition et des Ghanéens parce que justement, dans leur campagne, ils ont dénoncé cette transaction et ça a accouché d'une souris. Et donc, devant cette situation, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas de plan B. Il n'avait pas de plan B pour donc pour vous, le président aurait dû changer de ministre de l'économie. Oui, il a renouvelé sa confiance à Ofori Atta. Il a renouvelé sa confiance. Non seulement il a renouvelé sa confiance, mais il a aidé, pour moi, pour ma part, il a aidé à précipiter le Ghana dans le gouffre. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2020 a été voté par le Parlement ghanéen une loi qu'on appelle Fiscal Responsibility Law. Ça voudrait dire quoi? Ils ont voulu faire comme les pays occidentaux, que la dette passe par le Parlement. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? Quand le président d'un pays ou un pays en dette, comme je l'ai dit, ce n'est pas le président qui est indexé, c'est le pays qui est en dette. Donc, demain que le président soit là ou pas, qu'il y ait changement de régime ou pas, qu'il y ait coup d'État ou pas, la dette demeure. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce sont vos enfants. Donc, quand un pays emprunte et qu'on on utilise mal cet argent, ce sont nos enfants qui vont payer, c'est les contribuables. Est-ce que vous voyez? Et donc, ils ont voté cette loi qui dit qu'il doit y avoir un taux de la dette qui ne devait pas être dépassé. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que Ado a fait? Ado a fait annuler cette loi pour que, justement, il puisse lui permettre de... Voilà. Et les opposants aujourd'hui demandent à ce qu'on remette la loi en place. Okay. Serge? Je voulais réagir sur les agences de notation, parce que quand même les agences de notation ont une grande responsabilité
en matière, j'ai envie de dire, de campagne, j'ai envie de dire, d'émission des titres obligataires. Parce que, comme le docteur l'a dit, c'est les agences de notation, évidemment, qui donnent un signal très fort aux investisseurs étrangers, aux banques, pour pouvoir soit acheter ou pas acheter. Et il se trouve quand même que les pays africains sont un peu plus ou moins défavorisés à un certain moment. Parce que notre taux, quand on prend la moyenne des taux d'emprunt des pays, des États africains, ça vacille entre 5% et 16%. Quelle que soit la croissance du pays. On est entre 5% et 16%. Et les pays qui empruntent généralement à 5%, c'est les pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, ici de suite l'Égypte, ici de suite. Mais quand vous descendez vers les pays comme le nôtre, on est autour, j'ai envie de dire, de 10%, 8%, ainsi de suite. Vous voyez? Donc on ne comprend pas véritablement comment se calcule, j'ai envie de dire, où s'interprètent les critères de ces agences de notation vis-à-vis des pays africains. Et je le dis, c'est pas moi qui le dis, forcément, je ne suis pas le seul à le dire. Plusieurs experts en parlent. Vous ne faites pas confiance aux agences de notation. Non, pas que je ne fais pas confiance. Non, je fais entièrement confiance aux agences de notation. Mais ce que j'ai envie de dire, ces agences de notation ont différents types de critères. Standard & Poor's a des critères qui ne sont pas les mêmes que Moody's. Par exemple, je vous dis, Standard & Poor's, par exemple, va accentuer ces critères sur la capacité du pays à générer de la croissance économique et à pouvoir, j'ai envie de dire, payer sa dette. Mais Moody's te dit, non, en plus de cela, moi je vais ajouter des variables géopolitiques, des indicateurs de gouvernance économique, des indicateurs, des critères ESG, par exemple, pour voir est-ce que le pays a une gouvernance économique fiable, capable demain, j'ai envie de dire, de pouvoir utiliser plus à l'aise, plus aisément, j'ai envie de dire, cet argent qu'on va lui confier. Parce qu'on parle dans nos pays de corruption, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des questions de corruption, mais c'est vrai, l'Afrique a été toujours indexée ainsi. Mais l'Afrique n'est pas le seul continent où on parle de corruption. Je n'apprends pas, je ne vous apprends pas qu'il y a eu des scandales de corruption au Parlement européen il y a quelques semaines de cela. Tout à fait. Donc je trouve quand même, j'ai envie de dire, les notations, les agents de notation très sévères vis-à-vis des pays africains. Parce que quand je prends la dernière notation dont j'ai connaissance du Ghana, le Ghana a été placé en 2015-2014 où l'économie ghanéenne était encore une économie très forte, mais le Ghana a été classé par Moody's avec une note B3 avec perspective négative. Alors que le Ghana avait cette stabilité quand même politique qui a attiré en son temps, j'ai envie de dire, des investisseurs, beaucoup de groupes miniers. Même ExxonMobil est venu au Ghana en son temps avec la crise qu'on a connue entre le Ghana et la Côte d'Ivoire où le Ghana a gagné devant les tribunaux par rapport, j'ai envie de dire, aux eaux territoriales qu'il y a eu, ainsi de suite. ExxonMobil est venu s'installer au Ghana pour pouvoir, j'ai envie de dire, investir. Mais contre toute attente, Moody's a placé le Ghana en B3 avec perspective négative. Donc vous voyez que les agents de notation ont une responsabilité énorme dans ces différentes questions de défauts de paiement, ainsi de suite, et tout ça. Et leur puissance, même les puissances, les grands pays, comme les États-Unis, comme la France, aujourd'hui en parlent. Je crois qu'avec la crise des subprimes, le président d'alors, Nicolas Sarkozy, avait soulevé la place prépondérante des agences de notation dans ce genre de défauts de paiement ou dans leurs différents types de notation. Donc, il va falloir quand même que peut-être que l'Afrique ait son agence de notation. C'est vers là que je veux venir. Bon, mais qu'on ait notre propre agence de notation. Voilà, c'est très important. Bluefin Investment. Oui, mais en fait, je veux dire, c'est des agences qui sont localisées. Bluefin, c'est vraiment ici, quoi. C'est vrai, c'est en Afrique de l'Ouest ici, mais je souhaiterais, par exemple, ce que je proposerais, que l'Afrique prenne en main, j'ai envie de dire, pour pouvoir avoir une agence de notation en laquelle tous les pays africains, tous les États africains ont confiance. Parce que si chaque région a son agence de notation, à un moment donné, on ne saura pas à quelle agence il faut faire confiance. Aujourd'hui, les 3 agences américaines ont pris le pouvoir sur toutes sortes de notations dans le monde. J'ai dit dans le monde. Dans le monde. Que ce soit Moody's, que ce soit Fitch, que ce soit S&P. Et ce sont ces agences-là qui règnent partout. Et donc, je pense que l'Afrique devait quand même songer à créer une agence de notation. D'accord. Alors, monsieur Émile, en défaut sélectif, le Ghana dégradé en défaut sélectif. Oui, peut-être
Avant de revenir là, ce que vous dites, c'est que la sévérité ou la subjectivité de la notation que les agences de notation font de ces pays ne cache pas pour autant la situation qui prévaut dans ces pays, qui explique donc pourquoi ces pays-là n'ont pas se retrouvent en tout cas sous la sellette à l'issue donc de ces notations. Mais en même temps, je suis d'accord sur le fait que il serait important d'avoir une agence de notation typiquement africaine ou ouest-africaine qui va donc permettre de pouvoir apprécier ces situations-là, ces questions-là en monnaie locale, pourquoi pas, donc qui va permettre peut-être en s'appuyant sur les réalités du continent ou de la sous-région de pouvoir faire une notation différente et donc qui va permettre de pouvoir répondre à certaines questions. Et alors, je crois que la question sur le défaut sélectif, ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'ailleurs, c'est de là que parle le nom, donc on dit sélectif parce que ce n'est pas l'entièreté de la dette. Et le Ghana a été clair dans sa déclaration de suspension pour dire que ce sont les dettes multilatérales et bilatérales et plus d'autres créances qui sont donc de nature à pouvoir avoir un poids énorme sur le PIB ghanéen, donc qui vont être suspendus. Donc ça veut dire en quelque sorte que le Ghana quand même n'est pas en quelque sorte plombé, n'est pas totalement. Voilà, totalement. Donc il y a encore de l'espoir. Et un peu plus loin, ce que moi je voudrais aussi essayer de faire comprendre, c'est que le Ghana a quand même cette volonté. Il y a les péripéties qui entourent sa volonté, qui expliquent pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller plus loin. Mais il y a quand même des programmes qui sont envisagés. Donc le Ghana pourra à terme aborder ces questions-là. Et avec ce qu'ils ont appelé le programme Enhanced Domestic Program, qui a été en quelque sorte appuyé par la Banque mondiale, ça va permettre au Ghana de pouvoir rebondir de manière plus forte. Et donc, la question de la notation, ça a un impact, mais pas autant que ça ne cache pas la réalité du pays, et puis les autres aspects qui entrent en ligne de compte, qui affectent donc l'économie de ces pays-là, viennent en appoint pour faire ressortir l'image réelle de la situation du pays, et c'est ce que vit le Ghana aujourd'hui. Donc, il faut beaucoup quand même encourager et puis miser sur le travail qui est en train d'être fait. Je reste optimiste. Docteur Maté, oui. Alors le Ghana veut sortir de la situation et le Ghana compte sur le Fonds monétaire international pour restructurer sa dette. Pour vous, ça peut changer quelque chose? Non. Excusez-moi, je suis un peu panafricaniste sur ce bord. Je pense aux solutions internes. Pour moi, le recours... Et moi, j'ai beaucoup apprécié le discours de Ado au début de non-recours. C'est dommage qu'il ait fait volte-face par rapport à cela. Et je pense que nos pays doivent commencer, et ce matin j'étais à un forum où on discutait justement de la Z, le CAF, je pense qu'on doit commencer à trouver des solutions internes, des solutions africaines à cela. Et j'ai appris à ce forum avec beaucoup d'espoir. Le fait que, par exemple, ils ont changé le NEPAD, qui pour moi était un échec quelque part, en l'agence africaine pour le développement, un peu comme l'USAID, qui va travailler un peu de manière plus dynamique. Ils ont essayé de réorganiser. Et ensuite, ils ont essayé également de voir comment lever les barrières. Ils ont énoncé 3 principes. Le principe de la transparence, le principe de la traçabilité, ainsi de suite, aux différentes frontières, pour réduire de 90% les barrières douanières entre les différents pays dans le cadre de la Z, le CAF, et qui peut accélérer et qui peut changer les choses. La Banque mondiale a produit un rapport, et selon la Banque mondiale, si les Africains arrivaient à mettre en place la Z, le CAF, ils vont réduire de près de 30 millions de la pauvreté, et le taux de la croissance africaine va être multipliée. Donc, moi, je suis plus pour des solutions comme ça que pour des solutions automatiques. On va encore dans l'endettement. Mais là, les Ghana viennent de conclure avec le Fonds monétaire international. Non, c'est dommage. On a vu ce que les plans de l'ajustement structurel a donné. On a vu ce que ça a donné. Est-ce que vous voyez? Parce que là, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un programme sur la corruption. Un des grands problèmes, comme je l'ai dit à ce forum, tant que nous n'avons pas résolu en Afrique, parce que
je suis clair, c'est vrai, il n'y a pas de pays à zéro corruption, ça n'existe pas. Je pense que Serge en a parlé. On a vu les scandales à l'Union européenne l'année passée. Il y a pas de... Mais il y a des pays qui ont des corruptions réduites. La corruption tue l'Afrique, je vous assure. La corruption tue l'Afrique. Tant qu'on n'a pas réduit significativement la corruption en Afrique, tout ce que nous allons faire va accoucher d'une souris. Ça va accoucher, mais ça va accoucher d'une souris au lieu d'un éléphant. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Vous allez prendre 3 milliards, par exemple, ou 1 milliard, ou je ne sais quoi, au FMI. Mais si on amène cet argent, et que pour faire la route, qui doit supposer sur les plans durer 25 ans, parce qu'on va faire 10 cm de bitume, et qu'il y a la corruption, et que dans la corruption, parce que vous avez pris la moitié de l'argent, le gars, au lieu de 10 cm, fait 2 cm, et qu'au lieu de 25 ans, au bout de 18 mois, la route ressemble à comme on n'a pas fait de la route, on ne va pas avancer. Et c'est un des problèmes fondamentaux. Quand on discute aujourd'hui, je remets toujours ce problème de la corruption sur la place. Et c'est ce que j'aimerais dire, disons, pour terminer sur cette partie, c'est que pour moi, il y a 3 choses qu'il faut vraiment regarder pour que le Ghana trouve une solution. Contrairement... On est déjà dans les solutions. Oui, contrairement à courir vers... comme un mendiant, excusez-moi, comme un mendiant vers le FMI. La première, c'est il faut vraiment faire revenir cette loi qui fait passer par le Parlement toute dette que le Ghana doit payer. Un peu comme dans les grands pays. Et qu'on fixe une limite, au fait. Et la deuxième chose, c'est que autant on a fixé la limite, on doit voir le contenu de chaque endettement. C'est-à-dire que même si c'est le FMI, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'on attend en face? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de responsabilité dans les dettes. Quand par exemple un président X d'un pays s'en va et dit « Ah, on a pris 200 milliards au FMI, on a pris 500 milliards, etc. » On applaudit, mais devant le peuple, il n'y a aucune responsabilité et engagement devant le peuple. Aucun! Pour nous dire que nous endettons vos enfants, vos petits-enfants à payer 200 milliards. Et en face, dans 2 ans, on doit avoir construit une route, tant de 10 cm de bitume, tout le monde peut aller vérifier. On n'a pas ça. On va aller prendre les 3 milliards, on ne sait pas à la fin ce qu'on aura fait de ça. Il faut un contrôle citoyen. C'est aux citoyens aussi de se lever. Alors, nous sommes déjà dans les propositions de solutions pour aider le Ghana à sortir de cette situation. C'est que Dr Samuel l'a dit, c'est vraiment le point important. Je veux dire, l'une des solutions importantes, c'est la lutte contre la corruption dans tous les pays africains. Et vraiment, c'est un élément crucial. Et toutes les institutions Bretton Woods s'en parlent, tous les économistes s'en parlent. Et nous voyons que vraiment cette corruption détruit nos différents pays. Il faut dire que en plus de cela, il faut aussi ajouter forcément l'action, la restructuration de la dette qu'a commencé le ministre Atta. Voilà, il a commencé Ofori Atta, le ministre Atta, il a commencé, je crois, la restructuration de la dette, c'est-à-dire rediscuter avec les bailleurs de fonds pour pouvoir remettre en place de nouveaux échéanciers et puis de nouveaux coupons à payer, ainsi de suite, et même pourquoi pas voir l'annulation d'une partie peut-être de la dette pour que le Ghana puisse, j'ai envie de dire, respirer plus ou moins. Et puis peut-être la troisième solution, ce que je peux ajouter, peut-être la maîtrise de l'inflation. La maîtrise de l'inflation, et ça va passer forcément par le fait que, bon, il y aura évidemment des éléments très importants à voir. C'est vrai qu'il y a des chocs externes dont il a parlé sur le coût du pétrole, puisque l'inflation est due j'ai envie de dire, à l'envolée des prix du pétrole, puisque le Ghana importe essentiellement son pétrole, donc il va falloir vraiment lutter véritablement contre l'inflation. Aujourd'hui, je crois que j'ai des amis qui sont au Ghana qui me disaient que l'inflation autour de 40 à 50%, et que quand ils envoient leur fille de ménage aujourd'hui au marché, ils lui donnent par exemple, j'ai envie de dire, 5 000 pour aller au marché. Je prends un cas, le lendemain, ils sont obligés de donner 10 000 ou 15 000 encore, parce que les mêmes prix des denrées ont changé immédiatement, et que l'inflation est tellement... L'inflation frôle les 54%. Frôle les 54%. Officiellement. Et donc, voilà.
Officiellement, c'est beaucoup plus. Hein? Ouais, officiellement. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, il y a vraiment la maîtrise de l'inflation qui demeure, j'ai envie de dire, une solution importante. Et dernière chose, je voudrais quand même me relever que le Ghana a des ressources importantes. Hein. C'est l'un des rares pays qui a une certaine stabilité politique. Donc, il y a des leviers. Et il y a des leviers. Et ce levier-là, le Ghana doit se saisir de cela à nouveau pour pouvoir, j'ai envie de dire, redorer l'image à son PR, c'est-à-dire à son public relationship, c'est-à-dire que vraiment à améliorer ses relations publiques au plan international, améliorer sa politique, sa diplomatie au plan international. C'est très important parce que c'est ce qui a fait du Ghana le pays ou l'un des rares pays où les investisseurs pouvaient venir investir. On a vu des grands groupes miniers qui sont arrivés, de grands fonds d'investissement qui sont arrivés. Et j'ai envie de dire, dernière chose, il faut faire très très attention parce que quand au fond, faucon. Je m'excuse. Parce que ça existe. Oui, parce que quand on rentre dans ce cercle vicieux où on est obligé de mettre des eurobonds pour pouvoir rembourser, j'ai envie de dire, ou racheter ses obligations, en fait, arriver quelque part, vous allez faire quoi? Vous risquez de vendre vos obligations sur le marché secondaire, obligataire, et ces obligations vont être payées par des fonds faucons qui vont vous demander de payer à la valeur nominale des obligations, non pas au prix du marché. Et c'est ce qu'il y a eu comme problème avec l'Argentine en son temps, où l'Argentine était obligée de payer près de 3 milliards de dollars au fonds américain Elliott. Parce que la justice américaine a demandé à ce que ça soit ça. Donc, j'espère, bien entendu, j'espère que le Ghana va avoir les ressources nécessaires, sans toutefois rentrer dans ces fonds qui existent partout. Et je suis sûr qu'ils rôdent naturellement au Ghana. D'accord, monsieur. Monsieur Sibaï, encore une fois, il faudrait peut-être qu'on s'entende sur certains aspects de ces questions-là. Emprunter de l'argent en soi, dans le cas des pays, n'est pas là le problème. Et ce qui est le problème, on a dit, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et dans le cas spécifique du Ghana, se retourner vers le FMI ne devrait pas, de prime abord, être un problème. Après, quand on le dit, on a peut-être tendance qu'on est pour aide et anti-panafricanisme, quand cela ne tienne. Monsieur Mlikwaku, vous travaillez avec les institutions bilatérales, multilatérales. Bon, je ne sais pas si ça déteint sur ça. Oh, non, c'est votre position. C'est votre position. Objectivement, parce que le FMI n'est pas, je veux dire, le premier instrument qu'offre le FMI au pays n'est pas l'aide, sinon n'est pas le prêt. Le FMI offre 3 instruments, par exemple. Le premier instrument, c'est donc la surveillance. C'est-à-dire qu'il intervient comme une entité qui vous dit, bon, écoutez, vous êtes sur la marche, vous vous comportez bien, allez-y, vous ne vous comportez pas bien parce que ça risque de vous poser problème plus tard. Donc, essayez de revoir de cette façon-là. Ça, c'est la surveillance au niveau national. Deuxièmement, c'est l'appui technique. L'appui technique, le renforcement des capacités à partir donc de ces aspects techniques pour vous dire, bon, voici les approches, les orientations qu'on pourrait vous proposer pour que vous puissiez vous en sortir à la longue. Après, on peut encore discuter si ces appuis-là sont bien ou pas. Et puis, troisièmement, interviennent l'aide. Bon, après, on peut toujours discuter. Non, justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que même dans l'appui technique, on peut peut-être comprendre ça autrement, selon les appréciations qu'on fait. Mais moi, ce que je dis, et qui est pour moi important, c'est que quand l'aide est mise à disposition de l'État, je crois que monsieur, qu'on appelle, monsieur Maté, excusez-moi, il a été clair dessus. Les questions de gestion, les questions de corruption au niveau national affectent carrément tous ces aspects-là. Donc, si on veut s'assurer que les États qui empruntent parviennent à s'en sortir, évidemment, il faut aborder la question au niveau interne. Maintenant, ma solution, ou du moins ma proposition qui pourrait, pour moi, être aussi fondamentale, je crois que les autres l'ont déjà dit tout à l'heure, c'est aussi s'appuyer sur les politiques intérieures. Au niveau, les politiques fiscales de ces États-là doivent être fondamentales parce que la mobilisation des ressources intérieures doit passer par ces politiques-là. C'est-à-dire quoi? Les entreprises qui sont créées, tous ces acteurs-là qui donc interviennent dans la chaîne de production de valeur doivent aussi mettre la main à la poche à un moment donné. Donc, il ne faudrait pas qu'on tourne le regard uniquement vers l'extérieur et puis on oublie que soi-même, on a aussi quand même certaines propositions qu'on puisse faire. C'est quand on a fouillé dans sa poche, qu'on n'a plus rien, qu'on va chez le voisin pour emprunter. D'accord. Très rapidement, et on va voir les leçons qui sortent un peu de cette affaire du Ghana, de ce défaut de paiement sur sa dette en dollars. Et on a vu le Cedi chuter
de 54% par rapport au dollar. Et ça va donner du grain à moudre à certains adeptes d'une monnaie commune, à parité fixe, avec une déesse qui garantit la monnaie. Alors, finalement, on peut se dire, mais le franc CFA est mieux. Docteur Maté, quand on voit le CIDI... Non, écoutez, je pense que il ne faudrait pas prendre... Très rapidement. Oui, je pense qu'il ne faudrait pas prendre un seul exemple pour catégoriser. C'est ce que je veux dire. Dans le sens que je suis très proche, du gouverneur du Ghana, de la Banque centrale du Ghana. Et je peux vous dire qu'à un moment donné où on était dans les cercles, il regardait un peu le CFA avec admiration, justement à cause de l'inflation. Est-ce que vous voyez? Mais pour ma part, chaque système vient avec ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai qu'il y a les Antilles qui te disent que ça restreint la liberté de pouvoir jouer de la monnaie, de la politique monétaire, etc. Mais ça a ses avantages aussi, qui est la maîtrise de l'inflation. Mais il faut choisir. C'est le choix que nous devons faire, en fait. D'accord, oui. Bon, je ne sais pas si on doit répondre ou on doit faire, j'ai envie de dire, une analyse comparée, du CFA au CIDI. Seulement, ce que j'ai envie de dire ici, là, est que, évidemment, le choix d'une monnaie dépend, j'ai envie de dire, des politiques et de ce qu'on se donne comme vision à moyen et long terme. Et évidemment, aujourd'hui, le CFA nous a donné cette stabilité qu'on a par rapport à l'inflation, évidemment, et par rapport aussi à la parité. À notre parité fixe qui nous protège un peu contre les fluctuations des devises sur les marchés de change à l'international. C'est vrai, il y a cet état de fait, mais il faut aussi prendre en compte le risque de change de compétitivité des entreprises. Il y a cela. Donc, puisque les entreprises sont des acteurs économiques, en fait, comme M. Emile l'a dit tout à l'heure, parce qu'il a parlé de mobilisation des ressources internes. Et cette mobilisation se fait à partir, j'ai envie de dire, des entreprises qui payent leurs impôts, qui payent leurs taxes, ainsi de suite. Et donc, on ne dira pas que avoir une monnaie flottante, ou j'ai envie de dire avoir une monnaie qui varie est mauvais, mais je veux dire que ça apporte aussi quand même ses avantages, parce que les entreprises ont la possibilité quand même de pouvoir gérer et maîtriser ou d'avoir de l'avantage sur le risque de change de compétitivité en jouant plus ou moins sur la variabilité de la monnaie, sur voilà, la fluctuation de la monnaie, ainsi de suite. Donc il y a cet avantage qui est là et qui est réel. Et je continue à dire que nos économistes, ou nous économistes que nous sommes, nous allons continuer à réfléchir sur la question de CFA et voir ce qu'il en est. Donc il est difficile de répondre à ce là très rapidement. En fait, la question de la monnaie est un instrument d'indépendance, d'autonomie pour les États. Donc, battre une monnaie, ça peut être considéré comme avantageux. Et d'ailleurs, certains l'ont dit. On a vu le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire pendant les forts moments de la crise politique. Ça avait été mis sur la table la question. Mais pour dire simplement que on ne faut pas ou on ne peut pas se précipiter à avoir sa propre monnaie parce qu'on a envie de se distinguer. Et il faut aussi tirer les leçons, les conséquences qui en découlent. Aujourd'hui, c'est clair, on vient de le dire tout à l'heure, les pays qui en souffrent énormément, qui souffrent donc de l'inflation, ce sont les pays pratiquement qui ont leur propre monnaie. On parle du cas du Ghana, il y a aussi le Nigeria qui connaît ça, il y a le Zimbabwe qui aussi a connu une situation extrêmement difficile et qui continue en ce moment. Donc pour vous dire simplement que la monnaie est un élément donc de souveraineté, mais en même temps il y a des conséquences. Maintenant pour la suite, est-ce que on peut peut-être se dire que pour autant il faut peut-être se limiter à cela? Aujourd'hui, moi, le projet qui est porté par donc la CEDEAO à travers donc l'ECO, pour moi, est un projet qui comporte donc des avantages, parce que déjà les 8 pays de l'UEMOA avec le CFA, on a vu que ça a des avantages. Donc si on étend ce projet jusqu'aux 15 États membres de la CEDEAO, on verra bien évidemment que ça va avoir des impacts extrêmement positifs. On parle donc de la ZLECAf, évidemment, ça va aussi contribuer à cela.
Donc pour vous dire simplement que à la longue, il va falloir au niveau continental s'asseoir et puis discuter pour voir est-ce qu'il n'y a pas nécessité, si ce n'est déjà fait bien sûr, de pouvoir avoir sa propre monnaie africaine basée sur donc ses propres ressources. D'accord, merci. En 15 secondes, docteur Samuel Maté, le Ghana va-t-il s'en sortir? Le Ghana va s'en sortir. Il va s'en sortir, comme l'ont dit mes collègues sur le plateau. Des pays ont connu pire. Et comme je l'ai dit au départ, la dette du Ghana en termes nominal est trop petite. On parle de 34 milliards de dette globale en dollars. Sur ce problématique dont on parle, c'est 3 milliards, voire 1 milliard. La dette de l'Afrique du Sud, c'est 170 milliards. Est-ce que vous voyez? Donc il faut relativiser les choses. Et le Ghana a un stock potentiel énorme, comme on l'a dit. Ils ont le pétrole, ils ont aujourd'hui le cacao, etc., etc. Ils ont plein de potentiel. Et ils ont des cadres compétents. Et je pense qu'ils peuvent et ils vont s'en sortir. Maintenant, le problème qui se pose pour moi, c'est combien de temps ça va prendre pour sortir la tête de l'eau. C'est ça le plus important. D'accord. Monsieur Nedro, à 15 secondes, le Ghana va s'en sortir. Absolument, le Ghana va s'en sortir. Et justement, je voudrais juste ajouter qu'il faut que les pays africains qui émettent sur les marchés internationaux commencent à émettre dans leurs devises locales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on émette nos obligations dans nos devises locales et qu'on arrive à convaincre les investisseurs à pouvoir évidemment racheter nos obligations, nos dettes souveraines, nos obligations dans nos devises locales. Je pense que si on réussit cela, on va transférer le risque de change à l'investisseur. Et c'est à lui de gérer son risque de change. Monsieur Bella, en 15 secondes, rapidement, clairement, le Ghana peut s'en sortir. Ma réponse, vous la connaissez, objectivement, là, pour moi, le Ghana va s'en sortir. Le Ghana, et pour que le Ghana s'en sorte, il lui faut des ressources. Monsieur Maté l'a dit tout à l'heure, les ressources, le Ghana là, le cacao, l'or, le pétrole et tout ça, le Ghana là, donc le Ghana peut s'en sortir. Il faut aussi une volonté politique. Cette volonté politique est là. Et donc, pour moi, il n'y a pas de raison que le Ghana ne s'en sorte pas. C'est juste une question de temps. Merci beaucoup, merci, chers téléspectateurs. Notre émission s'achève ici. Nous parlions du Ghana officiellement en défaut sur sa dette en dollars et le décryptage de nos invités. Docteur Samuel Maté, merci d'avoir été sur notre plateau. Monsieur Serge Nedro, merci. Monsieur Émile Bella Kwaku, vraiment merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne Utile.